Je m'appelle Mamadou Diallo. J'ai 70 ans et je viens d'enterrer mon fils unique. Mais la terre n'avait même pas eu le temps de se tasser sur son cercueil que ma belle-fille Céline m'a donné 30 jours pour quitter ma maison. La maison que j'ai construite de mes propres mains. Elle pensait que je n'étais qu'un vieil immigré fauché, le cœur brisé. Elle pensait avoir gagné. J'ai simplement souri, pris mon petit sac de pêche et je suis parti. Elle n'aurait jamais dû me sous-estimer. Parce que le lendemain matin, ce n'est pas un agent immobilier qui a sonné à sa porte, c'est la police nationale. Avant de vous raconter exactement comment j'ai démantelé son tissu de mensonges, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo. Et s'il vous plaît, likez et abonnez-vous à cette chaîne si vous croyez que la justice doit toujours triompher, peu importe le temps que ça prend. Le vent froid de novembre au cimetière de la Guillotière me transperçait à travers mon costume léger, mais ce n'était rien comparé à la glace dans mon cœur. Je fixais le bois verni du cercueil, tandis qu'il descendait dans la terre froide du Rhône. Ousmane, mon fils, 42 ans, parti. Mes mains n'arrêtaient pas de trembler. 42 ans. Comment un homme de 42 ans en pleine santé peut-il mourir comme ça? Une crise cardiaque soudaine, disait le rapport. Mon esprit n'arrivait pas à l'accepter. Ousmane était mécanicien, un bon. Il avait des mains solides, des mains qui pouvaient tout réparer. Il avait fait la vidange de ma voiture il y a à peine 3 semaines, en riant pendant qu'il soulevait le bloc moteur comme si c'était rien du tout. Il n'avait pas un cœur fragile. Il avait le cœur le plus solide que je connaissais. Autour de moi, ma communauté, les amis que je connaissais depuis 50 ans, ici à Lyon. Ils pleuraient avec moi. L'imam Moussa a posé une main lourde sur mon épaule. Ma voisine, Madame Fatou, sanglotait dans son mouchoir. Nous étions une famille partageant ce deuil impossible. Et puis, il y avait Céline, ma belle-fille. Elle se tenait à côté de moi, mais elle était à des millions de kilomètres. Elle portait une robe noire de créateur, des chaussures à talons trop hauts pour un cimetière, et des lunettes de soleil si grandes qu'elles couvraient la moitié de son visage. Elle ne pleurait pas. Je l'observais du coin de l'œil. Pendant que l'imam parlait du retour vers Allah, Céline regardait sa montre, une montre connectée élégante et coûteuse. J'ai vu son pouce glisser sur l'écran, puis le clic discret quand elle l'a verrouillé et reposé, impatiente. L'imam a dit « Amin ». Mes amis ont commencé à s'approcher de moi pour m'offrir un dernier mot de réconfort. Je voulais rester. J'avais besoin d'une minute seule avec mon garçon. Mais avant même que je puisse prendre une respiration, la main de Céline s'est agrippée à mon bras. Ses ongles parfaitement manucurés, rouge sang, s'enfonçaient dans ma manche. « Ça suffit, Mamadou », a-t-elle chuchoté. Sa voix n'était pas remplie de chagrin. Elle était tranchante, agacée. « On y va, on a des invités. » Je l'ai regardée, vraiment regardée, et pour la première fois, je n'ai pas vu la femme que mon fils aimait. J'ai vu une étrangère. La réception chez moi dans mon pavillon de la Guillotière était floue. Ma maison, celle que j'avais construite avec ma défunte femme Aminata, était remplie de l'odeur du thiéboudienne et du poulet yassa que mes voisins avaient apporté. Les gens parlaient à voix basse, partageant des histoires sur Ousmane. Je les voyais regarder les photos sur la cheminée. Moi et Aminata le jour de notre mariage. Ousmane, petit garçon en tenue de football, avec son sourire édenté. Je me suis juste assis dans mon vieux fauteuil, celui dans lequel Aminata s'était éteinte il y a 10 ans, et je me sentais engourdi. Un par un, les invités sont partis. Appelle-nous si tu as besoin de quoi que ce soit, Mamadou. On prie pour toi, tonton. Finalement, la maison était silencieuse. Le soleil se couchait, projetant de longues ombres sur le sol du salon. J'étais épuisé. Tout ce que je voulais, c'était aller dans ma chambre et être seul avec mes souvenirs. Céline est entrée depuis la cuisine. Elle s'était changée, plus de robe noire de deuil. Elle portait un jean et un pull rouge moulant. Elle avait l'air soulagée, comme si un poids avait été enlevé. « Bon », a-t-elle dit en croisant les bras, « le spectacle est terminé. » J'ai levé les yeux, le brouillard de mon chagrin rendant ces mots étranges. « Spectacle ?»« Les pleurs », a-t-elle dit, sa voix plate. « Le numéro du pauvre vieux triste. C'est fini. On doit parler. » J'ai essayé de me lever, mes genoux douloureux. « Céline, je ne peux pas parler maintenant.
Je suis fatiguée, je viens d'enterrer mon fils. Je sais, a-t-elle dit, et j'ai besoin que tu m'écoutes. J'ai besoin que tu arrêtes de pleurnicher, que tu fasses tes valises et que tu dégages. Les mots m'ont frappé plus fort que n'importe quel coup physique. L'air a quitté mes poumons. Dégager? Oui, dégager. Je me suis redressé, le choc traversant mon épuisement. Céline, de quoi tu parles? C'est ma maison. J'ai construit cette maison avec Aminata. J'ai élevé Ousmane dans cette maison. Céline a ri. C'était un son froid et tranchant qui n'avait pas sa place dans cette maison en deuil. Non, Mamadou, plus maintenant. Elle s'est dirigée vers le tiroir de la cuisine. Mon tiroir de cuisine, celui où je garde les garanties et les clés de secours, et elle en a sorti un dossier. Elle l'a claqué sur la table basse devant moi. Ousmane a signé ça il y a 6 semaines, a-t-elle dit en tapotant la première page. C'est un acte de donation. Il m'a cédé la maison. J'ai cherché mes lunettes de lecture à tâtons, mes mains tremblant tellement que je pouvais à peine les mettre. J'ai pris les papiers. C'était du jargon juridique, mais j'ai vu les lignes. Donateur, Ousmane Diallo. Donataire, Céline Marchand. Et en bas, une signature. La signature d'Ousmane. Mais elle avait l'air fausse. Elle était tremblante. Le haut était trop rond. Je ne comprends pas, ai-je chuchoté. Pourquoi il aurait fait ça? Il ne ferait jamais. Il était endetté, a dit Céline en inspectant négligemment ses ongles. Très endetté. On avait besoin d'une garantie pour un prêt. La maison était la seule chose de valeur qu'il avait et que je pouvais utiliser. Un mensonge. C'était un mensonge. Je le savais aussi sûrement que je connaissais mon propre nom. J'avais donné à Ousmane l'argent de départ pour ouvrir son garage il y a 10 ans. Il m'avait remboursé avec intérêt en 5 ans. Ce garage marchait bien. Ousmane ne devait rien à personne. Il était méticuleux avec son argent, exactement comme sa mère. Il n'était pas endetté, ai-je dit, ma voix calme. Oh, je t'en prie, a-t-elle ricané. Tu ne sais rien de sa vie. Tu n'es que le vieux qu'il visitait le dimanche par pitié. Il avait des problèmes. Je l'ai aidé et il m'a donné la maison. Je n'aurais pas fait ça, ai-je insisté, le papier tremblant dans ma main, pas sans m'en parler. Eh bien, il l'a fait, a claqué Céline, sa patience envolée. Et maintenant, il est mort, ce qui fait de moi la seule propriétaire. Et je vends cette baraque. J'ai besoin d'argent, donc tu as 30 jours. 30 jours? 30 jours? A-t-elle répété en se penchant, sa voix descendant à un sifflement venimeux. Et si tu n'es pas parti d'ici là, j'appelle la police et je te fais expulser pour occupation illégale. Tu as compris, vieux? Je l'ai juste fixée. Cette femme que mon fils avait aimée. Cette femme que j'avais accueillie dans ma maison, qui avait mangé à ma table. Elle avait attendu le jour même où j'enterrais mon fils pour me mettre à la porte de ma propre maison. J'ai regardé la fausse signature sur le papier. J'ai pensé à elle regardant sa montre au cimetière. J'ai pensé à Ousmane, en pleine santé et fort, mourant soudainement d'une crise cardiaque. J'ai pensé aux mensonges qu'elle venait de me raconter sur les dettes, et à cet instant, quelque chose en moi a changé. Le chagrin écrasant n'a pas disparu. Il s'est cristallisé. Il s'est transformé d'un brouillard en un bloc de glace, froid, dur et tranchant. Mes mains ont arrêté de trembler. Mon dos s'est redressé. J'ai levé les yeux des papiers et j'ai croisé son regard. Elle s'attendait à ce que je pleure, à ce que je supplie, à ce que je me batte. J'ai juste hoché la tête lentement. D'accord, Céline. Elle a cligné des yeux, complètement déstabilisée. Elle ne s'attendait pas à ça. D'accord? Juste comme ça? Tu ne vas pas te battre? Si c'est ce que dit le papier, ai-je dit, ma voix vide et plate. Alors c'est comme ça. Bien, a-t-elle dit, essayant de reprendre pied. Elle avait l'air soulagée, mais aussi confuse. Donc, 30 jours. Je te veux dehors avant la fin du mois. J'ai secoué la tête. Je n'ai pas besoin de 30 jours. Je me suis retourné et j'ai marché vers ma chambre. Elle m'a suivi, les sourcils froncés. De quoi tu parles? Je suis allé à mon placard. J'ai poussé mes costumes du dimanche et mes chemises de travail. Tout au fond, sous une vieille couverture qu'Aminata avait faite, il y avait un petit sac de voyage en toile usée. Celui que je gardais toujours prêt pour mes parties de pêche au lac du Bourget. Je l'ai sorti et posé sur le lit. Les yeux de Céline se sont écarquillés. Quoi? C'est quoi ça?
Tu avais prévu de partir ?» J'ai fermé le sac. Il était déjà prêt avec un change de vêtements, ma trousse de rasage et un petit registre relié. Je suis retourné dans le salon. « Céline, » ai-je dit, ma voix calme, « tu n'as aucune idée de ce que tu viens de faire. » J'ai marché vers la porte d'entrée. « Attends !» a-t-elle crié. Et pour la première fois, j'ai entendu une lueur de panique dans sa voix. « Où tu vas? Tu peux pas juste partir comme ça. Qu'est-ce que je suis censé dire aux gens ?» Je me suis arrêté à la porte, ma main sur la poignée. Je me suis retourné et je l'ai regardée, debout au milieu de la maison qu'Aminata et moi avions construite. La maison qu'elle venait de voler. Je lui ai fait un petit sourire triste. « J'ai des choses à faire. » Je suis sorti sur le perron dans l'air frais de la nuit. J'ai tiré la porte derrière moi, le claquement familier résonnant dans le silence. Je ne me suis pas retourné. J'ai entendu le bruit du verrou glissant derrière moi. J'ai marché dans les escaliers, sur le trottoir de la rue où j'avais vécu pendant 50 ans. J'ai entendu Céline rire à travers la porte fermée, un son aigu et victorieux. « C'est ça, va-t'en, bon débarras !» Elle pensait avoir gagné. Elle pensait que le vieil homme était brisé et vaincu, errant dans la nuit. Elle n'avait aucune idée que je n'errais pas. Je marchais vers un plan. Elle pensait qu'elle venait d'hériter d'une petite maison. Elle n'avait aucune idée qu'elle venait de déclarer la guerre à un homme qui possédait la moitié du quartier. Je ne suis pas allé à la police. Pas tout de suite. J'avais un arrêt bien plus important à faire. Mais j'ai passé un coup de fil avant d'aller dormir dans une chambre d'hôtel propre et calme. J'ai appelé Fatoumata Sylla, mon avocate, la femme qui gérait la SCI Aminata Diallo depuis 10 ans. Je lui ai tout raconté. Ce que Céline avait dit, le faux document, la menace des 30 jours. Fatoumata n'est pas une femme qui perd son temps. Elle a dit « Va dormir, Mamadou, je m'occupe de tout demain matin. » Et c'est ce qu'elle a fait. Céline a probablement mieux dormi qu'elle ne l'avait fait depuis des mois, là, dans mon lit, dans le lit que j'avais partagé avec Aminata. Elle a dû se réveiller en se sentant comme une reine. Elle a probablement pensé que je dormais sur un banc, dans un parc ou dans un foyer du centre-ville. Un vieil homme brisé sans nulle part où aller. Je peux la voir traverser ma maison comme si elle lui appartenait, touchant les photos de ma femme, mesurant mentalement les murs pour ses nouveaux meubles. Elle s'est fait un café dans ma cuisine. Elle a utilisé la tasse préférée d'Aminata, celle avec les petites fleurs bleues qu'Ousmane lui avait offertes pour la fête des mères. Elle s'est assise à la table que j'ai construite de mes propres mains, a posé ses pieds sur la chaise même où Ousmane s'asseyait, et elle a passé l'appel qu'elle mourrait d'envie de passer. Je peux entendre sa voix maintenant, tout en sucre et en business. « Oui, bonjour, c'est bien l'agence Orpi. Je voudrais mettre un bien en vente immédiatement. C'est dans le quartier de la Guillotière, un charmant pavillon de caractère. Oui, il est vacant depuis hier soir. L'ancien propriétaire est parti. Parti. Juste comme ça. Comme si j'étais un déchet qu'elle avait enfin réussi à sortir sur le trottoir. Elle souriait probablement, calculant la valeur, imaginant l'argent arriver sur son compte en banque. C'est alors qu'on a frappé à la porte. Ce n'était pas un coup poli. Ce n'était pas un voisin apportant un plat de condoléances. C'était le genre de coup qui ne demande pas. Il exige. 3 coups lourds et solides sur le chambranle qu'on sent dans la poitrine. Elle était agacée, j'en suis sûr. Elle a piétiné jusqu'à la porte, prête à envoyer balader celui qui interrompait son tour de victoire. Elle a ouvert la porte d'un coup. 2 agents de la police nationale se tenaient sur mon perron. Le brigadier Dupont, un homme grand au visage qui en avait trop vu, et le capitaine Lefebvre, une femme vive qui avait l'air de ne rien manquer. Ils ne souriennent pas. « Madame, » a dit le brigadier Dupont, sa voix grave, « nous cherchons un monsieur Mamadou Diallo. » Le sourire de Céline était pure arrogance. Elle s'est appuyée contre le chambranle, l'image parfaite de la nouvelle propriétaire. « Il n'est pas là. Il est parti hier soir. Je suis la nouvelle propriétaire de cette maison. » « Je peux vous aider avec quelque chose, messieurs ?» Le capitaine Lefebvre a regardé au-delà de Céline, ses yeux balayant mon salon, puis elle a regardé Céline à nouveau. « Nouvelle propriétaire, c'est intéressant. » Le sourire de Céline s'est crispé. Elle n'aimait pas ce mot. « Il y a un problème ?»« Il pourrait y en avoir un, » a dit le capitaine Lefebvre, en sortant son carnet officiel. « Nous venons de recevoir une plainte formelle de la représentante légale de M. Diallo. »
La plainte est pour occupation illégale et usurpation de propriété à cette adresse. Ouais, Fatoumata m'a raconté plus tard que le sang avait quitté le visage de Céline. Toute cette confiance arrogante s'est juste évaporée. Occupation illégale? De quoi vous parlez? C'est ma maison. Mon défunt mari me l'a laissée. J'habite ici. Elle commençait à avoir l'air hystérique. Je parie que ma voisine, Madame Fatou, regardait déjà à travers ses rideaux. Bien. Le brigadier Dupont a levé une main calme et stable. Madame, nous sommes juste là pour prendre une déposition sur l'occupation, mais ce n'est pas la seule raison pour laquelle nous avons été envoyés. Céline s'est figée. Je peux la voir maintenant, sa main agrippant la porte. Quoi? Quelle autre raison? Le brigadier Dupont a regardé son rapport. Nous avons également reçu une demande formelle déposée ce matin, citant de nouveaux éléments pour ouvrir une enquête sur les circonstances suspectes entourant le décès de M. Ousmane Diallo. C'était le moment. Le coup fatal. Céline a trébuché en arrière, agrippant le chambranle pour ne pas tomber. Son visage, Fatoumata m'a dit que les policiers lui avaient raconté, est devenu parfaitement blanc comme un fantôme. Tous les mensonges, toute l'arrogance, toute la victoire, tout s'est brisé là sur mon perron. Suspecte, a-t-elle chuchoté, un mot qu'elle pouvait à peine prononcer. C'était une crise cardiaque, le médecin l'a dit. C'est ce que dit le rapport initial, madame, a dit le capitaine Lefebvre, sa voix comme de l'acier. Mais l'avocate de M. Diallo semble penser autrement. Nous allons devoir vous poser quelques questions. Et madame, vous ne devriez probablement pas essayer de vendre cette maison. Elle fait partie d'une enquête active maintenant. Céline n'a plus rien dit. Elle les a juste fixés, son esprit s'emballant, comprenant enfin. Le vieil homme ne s'était pas juste enfui pour mourir. Le vieil homme n'était pas allé dans un foyer pour sans-abri. Le vieil homme avait appelé son avocate. Le vieil homme avait appelé la police. Le vieil homme ripostait. Je n'étais pas au commissariat. Je n'étais pas assis sur un banc froid sous des néons à remplir des formulaires. J'étais 40 étages au-dessus de Lyon. Les bureaux de Sylla & Associés sont au dernier étage de la tour Pardieu, tout en verre et acier, donnant sur la ville que j'ai aidé à construire. Le monde en bas avait l'air petit, comme de minuscules fourmis se déplaçant sur une piste. Je me suis assis dans un fauteuil en cuir noir à haut dossier, tenant une tasse de thé chaud dont je ne voulais pas. Mes mains étaient stables maintenant. Les tremblements avaient cessé au moment où j'avais quitté ma maison. De l'autre côté du bureau était assise maître Fatoumata Sylla. Elle a 45 ans, tranchante comme un diamant, et la seule personne au monde à part moi qui connaissait la vérité sur le testament d'Aminata. Elle portait un tailleur gris foncé, qui coûtait probablement plus cher que ma voiture. C'est mon avocate, ma gestionnaire financière, et ce qui se rapproche le plus d'une fille pour moi. Son père et moi, on arpentait ces rues ensemble autrefois. Elle était au téléphone, sa voix froide et précise. « Oui, brigadier Dupont, c'est exact. Occupation illégale et oui, une demande formelle d'enquête sur les circonstances suspectes entourant le décès du bénéficiaire. Ousmane Diallo. Je comprends. Merci de me tenir informé de votre interaction avec l'occupante. Merci. » Elle a raccroché et a pivoté dans son fauteuil pour me faire face. Un petit sourire serré jouait sur ses lèvres. Ce n'était pas un sourire d'humour, c'était un sourire de satisfaction. « Eh bien, a-t-elle dit, c'est fait. La police est sur ton perron en ce moment, comme tu l'as demandé. Juste une visite préliminaire. Pas d'arrestation. Pas encore. » Elle s'est penchée. « Céline ne va pas bien dormir ce soir. » J'ai hoché la tête, prenant une gorgée lente du thé. C'était de la camomille. Fatoumata savait que je ne supportais pas le café quand mon esprit s'emballait. Elle avait un papier, ai-je dit, ma voix calme, presque un murmure. Elle a dit qu'Ousmane lui avait cédé la maison il y a 6 semaines. Je l'ai regardée, la question suspendue dans l'air, celle que j'avais peur de poser. Est-ce qu'il l'a fait, Fatoumata? Est-ce que mon fils l'a vraiment signé? Fatoumata n'a pas répondu tout de suite. Elle s'est tournée vers son grand écran d'ordinateur. Elle a tapé un mot de passe et l'écran s'est allumé. J'ai été occupée depuis que tu m'as appelé de l'hôtel hier soir, Mamadou, a-t-elle dit. Elle a cliqué sur un fichier. Un document est apparu à l'écran. C'était l'acte de donation. Le nom de Céline était inscrit comme donataire.
Ousmane m'a envoyé un scan de ça la semaine dernière, a dit Fatoumata. Il était confus. Il a dit que Céline lui avait demandé de le signer, quelque chose à propos d'un prêt bancaire. Il voulait savoir ce que ça signifiait. C'est donc il l'a signé, ai-je dit, mon cœur se serrant. Attends. Fatoumata a cliqué à nouveau. Un deuxième document est apparu à côté du premier. C'était une copie de la signature d'Ousmane de son cabis. Elle a cliqué encore. Un troisième document, la signature d'Ousmane de son passeport. J'ai envoyé le scan d'Ousmane à notre expert en écritures agréé près la cour d'appel à 4 heures ce matin. Il me devait un service. Il vient de renvoyer le rapport. Je me suis penché. Je n'avais pas besoin d'être un expert pour le voir. La signature sur l'acte de Céline était tremblante. La boucle du O était trop ronde. Le D dans Diallo était serré, comme un enfant essayant de rester dans les lignes. La vraie signature d'Ousmane était audacieuse, confiante, nette. « C'est un faux, Mamadou », a dit Fatoumata doucement. « Une contrefaçon. Et selon notre expert, c'est une contrefaçon lamentable. Amateur. » Il a dit « On dirait que ça a été tracé, mais par quelqu'un avec une main tremblante et une conscience coupable. » Une vague de quelque chose m'a envahi. Ce n'était pas du soulagement. C'était une douleur plus profonde, plus froide. Mon fils ne m'avait pas trahi. Mais sa femme avait essayé. Donc elle a contrefait son nom, ai-je dit. Les mots avaient un goût de cendre. Elle a essayé de voler la maison. Oui, a dit Fatoumata. C'est ce qu'elle a fait. Elle a fermé le fichier. Mais ce n'est même pas la partie la plus importante, Mamadou. Je l'ai regardé, confus. Qu'est-ce qui est plus important qu'une fraude? Fatoumata s'est adossée, entrelaçant ses doigts sur le bureau en acajou poli. Tu te souviens de la promesse que tu as faite à Aminata, Mamadou, juste avant qu'elle parte dans cette chambre d'hôpital? Comment pourrais-je oublier? Aminata, fragile, mais ses yeux toujours brillants, attrapant ma main. Mamadou, avait-elle chuchoté, on a construit tout ça à partir de rien, de la poussière et des rêves. Ne laisse pas une fille avec un joli sourire et un cœur vide tout détruire. Protège notre fils, protège notre travail. Je me souviens de chaque mot, ai-je murmuré. Elle avait toujours raison, n'est-ce pas? Fatoumata a souri. Elle a vu Céline venir de loin. C'est pourquoi ça n'a pas d'importance si cette signature était vraie. Ça n'a pas d'importance si Ousmane avait signé ce papier 1000 fois. J'ai froncé les sourcils. Fatoumata, je ne comprends pas. Elle a fouillé dans un tiroir et en a sorti un grand document épais relié en cuir. Elle l'a fait glisser sur le bureau. Les lettres dorées en relief sur la couverture disaient « SCI Aminata Diallo ». On a créé ça le lendemain des funérailles d'Aminata, Mamadou, tu te souviens? Tu étais dans le brouillard, mais tu as signé les papiers. On a transféré chaque actif, chaque acte, chaque portefeuille d'action, chaque brique de chaque immeuble qu'on n'a jamais acheté. Elle a tapé sur la couverture. Y compris le pavillon de la Guillotière. L'air dans la pièce semblait soudain rare. J'ai regardé Fatoumata et les pièces ont commencé à se mettre en place. La maison. Toi, Mamadou Diallo, tu ne possèdes légalement rien d'autre que les vêtements sur ton dos et le compte personnel que je gère pour toi. Tu n'as pas possédé cette maison depuis 10 ans. La SCI Aminata Diallo possède cette maison et je suis la gérante. Une compréhension lente et froide s'est installée sur moi. Donc, même si Ousmane l'avait signé, ce serait un bout de papier sans valeur, a terminé Fatoumata avec une satisfaction sinistre. Tu ne peux pas donner ce que tu ne possèdes pas. Ousmane était au courant de la SCI, Mamadou. Il s'est assis dans ce bureau, même avec nous quand on lui a expliqué. Il savait qu'il était bénéficiaire, pas propriétaire. Il savait que tout était protégé. Donc Céline vient d'essayer de voler quelque chose qu'Ousmane ne pouvait même pas lui donner. Elle n'est pas juste cruelle, Mamadou. Elle est ignorante. Elle était tellement concentrée sur le petit pavillon qu'elle pouvait voir qu'elle n'a jamais pris la peine de se renseigner sur l'empire sur lequel il était construit. Je me suis rassis, le poids de la révélation s'installant sur moi. La victoire juridique était absolue. Céline était une imbécile, elle n'avait rien. Mais le soulagement n'est pas venu. À la place, une nouvelle question bien plus sombre a commencé à se former dans mon esprit. J'ai regardé par la fenêtre.
Les petites voitures fourmis continuaient de bouger. La ville continuait d'aller au travail. Mais mon monde s'était arrêté. Les rouages tournaient. Le chagrin se dissipait. Et l'esprit acéré de l'homme qui avait construit cet empire, l'homme qu'Aminata avait épousé, prenait enfin le dessus. Mais Fatoumata, ai-je dit lentement, en me retournant pour lui faire face. Ça n'a aucun sens. Quel parti? Ousmane, mon fils. Il savait que le papier était sans valeur. Il était au courant de la SCI. Il était mon héritier. Il allait tout hériter. Je me suis penché, mes yeux fixant les siens. Alors pourquoi aurait-il contrefait un document qu'il savait inutile? Pourquoi se donner cette peine? Pourquoi fausser une signature pour une maison qu'il ne pouvait pas céder? Pourquoi m'aurait-il même montré ce scan la semaine dernière? À moins que... Le masque professionnel de Fatoumata s'est effacé. Elle savait exactement où mon esprit allait. Elle s'est penchée, sa voix descendant à un ton grave et sérieux. « Ça, Mamadou, a-t-elle dit, c'est la question à 15 millions d'euros. » Le chiffre est resté suspendu dans l'air entre nous. La vraie valeur de la SCI Aminata Diallo. C'est la question que je me pose toute la matinée. Pourquoi ferait-il quelque chose d'aussi illogique? Pourquoi serait-il confus par un document qu'il savait frauduleux? Elle a fait une pause, laissant le silence s'étirer, me laissant connecter le dernier point terrible. Mon sang s'est glacé. À moins qu'il ne l'ait pas contrefait. Exactement, a dit Fatoumata. À moins que Céline l'ait contrefait, pensant qu'Ousmane possédait la maison et qu'elle prévoyait de le confronter avec. À moins qu'il m'ait envoyé ce scan parce qu'il avait peur. À moins qu'il savait que quelque chose n'allait pas. Elle s'est levée et a marché vers la fenêtre, debout à côté de moi, épaule contre épaule, regardant la ville. Tout est lié, Mamadou. La fausse signature, la dette inventée, la tentative désespérée de sécuriser le seul actif qu'elle pouvait voir. Elle s'est tournée pour me faire face, ses yeux remplis d'un feu froid que j'avais seulement vu chez Aminata. Tout est lié à la crise cardiaque soudaine, commode et très opportune d'un homme de 42 ans en pleine santé. Elle ne voulait pas juste la maison, Mamadou, a dit Fatoumata, sa voix comme de la glace. Elle voulait tout. Et Ousmane, ton fils, Ousmane était juste sur son chemin. La salle de réunion du cabinet de Fatoumata était conçue pour intimider. 40 étages plus haut, un mur était en verre pur donnant sur l'agitation de la presqu'île. La table était une seule dalle massive de bois sombre, polie si intensément qu'on pouvait voir son reflet dedans. Céline et son nouvel avocat étaient assis d'un côté. Je connaissais son genre. Il s'appelait Maître Gérard Bonneau et son costume était juste un peu trop brillant. Il avait l'air trop confiant d'un homme qui pense être le plus intelligent de la pièce, surtout quand il pense qu'il est sur le point d'écraser un vieil homme en deuil. Céline était assise à côté de lui, de retour dans son rôle de veuve éplorée. Elle portait une simple robe noire et gardait un mouchoir à la main. Elle ne me regardait pas. Je me suis assis en face d'eux, silencieux. Fatoumata Silla était assise en bout de table, ses dossiers arrangés en 3 piles parfaitement fines. Elle était tout calme, contrôle professionnel. Maître Bonneau s'est raclé la gorge, un son fort et suffisant. « Soyons simples », a-t-il dit, en faisant glisser une copie de l'acte de donation sur la table. Il s'est arrêté juste devant moi. Ma cliente, Madame Céline Marchand, est la propriétaire légale et légitime du bien au 24 rue de la Guillotière. Voici l'acte signé par son défunt mari, M. Ousmane Diallo, 6 semaines avant son décès tragique. Il s'est adossé, entrelaçant ses doigts sur son costume bon marché. Franchement, nous sommes consternés. Nous comprenons que vous êtes en deuil, Monsieur Diallo, mais vous utilisez ce deuil pour harceler une veuve. C'est méprisable. Céline a laissé échapper un petit sanglot parfaitement synchronisé dans son mouchoir. Nous sommes ici par courtoisie, a continué Maître Bonneau, sa voix dégoulinant de fausse sympathie. Nous ne voulons pas ajouter à la douleur de quiconque. Mais ma cliente a été soumise à un harcèlement policier dans sa propre maison, basé sur votre fausse plainte. Ça s'arrête aujourd'hui. Si ce harcèlement continue, nous n'hésiterons pas à demander une ordonnance restrictive, et nous vous poursuivrons pour préjudice moral. Maintenant, il a écarté les mains. Qu'avez-vous à dire? Je l'ai juste regardé. Je n'ai pas dit un mot. J'ai juste attendu. Fatoumata a souri. C'était un sourire froid,
poli, tranchant comme un rasoir qui n'atteignait pas ses yeux. « Merci pour cette performance, maître Bonneau, a-t-elle dit, sa voix lisse comme du verre. « J'apprécie le théâtre. Maintenant, parlons des faits. » Et elle a fait glisser un document d'une seule page sur la table. « Ceci, a-t-elle dit, est une attestation de M. Jean-Pierre Moreau. C'est un expert en écritures agréé, près la cour d'appel de Lyon, et il a déjà été retenu comme notre témoin expert. » L'air suffisant de maître Bonneau affaibli. Il a pris le papier. « Les témoins experts, ça court les rues. On peut avoir le nôtre. »« Oh, j'insiste pour que vous le fassiez, » a dit Fatoumata, son sourire s'élargissant. « Mais s'il vous plaît, demandez à votre expert de vérifier la densité de l'encre. Demandez-lui de regarder les marques d'hésitation sur la boucle du haut dans Ousmane. Demandez-lui de noter les motifs de pression qui indiquent un traçage lent et délibéré, pas une signature fluide et naturelle. » Céline a craqué, sa voix aiguë. Ousmane était malade. Sa main tremblait. Fatoumata a levé un seul sourcil parfaitement sculpté. Il était malade. Il était malade il y a 6 semaines, parce que ses collègues au garage ont tous fait des déclarations disant qu'il soulevait des blocs moteurs sans problème la veille de sa mort. Ils ont dit qu'il était en parfaite santé. Elle s'est penchée. Non, la signature sur cet acte est un faux, et selon M. Moreau, c'est un très très mauvais faux. Maître Bonneau a ricané, mais j'ai pu voir une goutte de sueur sur sa tempe. C'est une accusation audacieuse. Vous ne pouvez pas prouver ça. C'est sa parole contre la nôtre. C'est la partie drôle, a dit Fatoumata, sa voix enjouée. Nous n'avons pas à le prouver. Elle a laissé ça planer dans l'air 1 seconde. Maître Bonneau avait l'air complètement perdu. Quoi? J'ai dit que nous n'avons pas à prouver que c'est un faux. Je vais vous épargner la peine d'engager votre propre expert, maître Bonneau, parce que même si cette signature était 100% authentique, même si Ousmane lui-même était descendu du ciel, s'était assis à cette table et l'avait signé devant nous tous avec un stylo en or, ça ne vaudrait pas le papier sur lequel c'est imprimé. Maître Bonneau était maintenant complètement pâle. « De quoi vous parlez ?» Fatoumata a tendu la main et a sorti un grand classeur épais relié en cuir. Il a fait un son solide et cher quand elle l'a posé sur la table. Les lettres dorées en relief sur la couverture disaient « SCI Aminata Diallo ». « Ceci, a dit Fatoumata en tapant sur la couverture, est la SCI Aminata Diallo. Elle a été créée il y a 10 ans, à la mort de la femme de M. Diallo, Aminata. » Elle a regardé directement maître Bonneau. « Monsieur... » Mamadou Diallo, mon client, ne possède pas personnellement ce pavillon. Il ne l'a pas possédé depuis 1 décennie. La SCI Aminata Diallo possède ce bien. Et en tant que gérante de cette SCI, je peux vous dire sans équivoque qu'il n'est pas à vendre. La mâchoire de maître Bonneau s'est décrochée. Il a fouillé frénétiquement dans ses propres papiers Flim6. C'est pas possible. On a fait une recherche de titre. Le bien est inscrit au nom de Mamadou et Aminata Diallo. Une erreur courante pour un avocat bâcleur, a dit Fatoumata. Toute la gentillesse disparut de sa voix. Vous avez fait une simple recherche en ligne à 50 €. Vous n'avez pas vérifié le transfert d'actifs dans la SCI déposée au greffe du tribunal de commerce de Lyon, dossier 15-684. C'est tout dans les archives publiques. Si vous aviez pris la peine de faire preuve de diligence, vous auriez su que l'acte de votre cliente est sans valeur. Maître Bonneau a regardé Céline, son visage un masque de panique. Il venait de réaliser que sa cliente lui avait menti, l'avait impliqué dans une fraude et venait d'être publiquement humilié. Il a bégayé « Une SCI, quelle SCI ?» Il m'a regardé, désespéré. « C'est juste un maçon. C'est ce que ma cliente m'a dit. Juste un maçon à la retraite. » Céline ne pouvait plus se retenir. Tout le jeu d'acteur, tout le faux chagrin, toute la confiance arrogante, tout s'est brisé. Elle s'est levée si vite que sa chaise a grincé sur le parquet et a failli basculer. « Il a raison !» a-t-elle hurlé, sa voix résonnant dans la pièce au plafond haut. Le masque avait disparu. C'était la vraie Céline. « Une SCI. Vous mentez. » Elle a pointé un doigt tremblant aux ongles rouges vers moi. Je n'avais pas dit un seul mot. Je l'ai juste regardé. C'est juste un vieil homme, un ouvrier à la retraite.
Il vit dans cette baraque, il porte de vieux vêtements, il n'a pas de SCI. Elle haletait, les yeux écarquillés par un mélange de rage et de pure panique animale. « Vous êtes un menteur, vous êtes un vieux maçon fauché et vous mentez !» Fatoumata Sylla n'a pas élevé la voix. Elle n'en avait pas besoin. Elle a laissé le cri de Céline résonner sur les murs de verre et s'éteindre dans un silence lourd et stupéfait. Maître Bonneau, l'avocat au costume brillant, était complètement perdu. Il regardait d'avant en arrière entre Céline et Fatoumata, essayant de trouver son équilibre sur un terrain qui se transformait rapidement en sable mouvant. « C'est irrégulier. Si vous avez une SCI, nous exigeons de voir les documents. » Fatoumata a simplement croisé les bras. Son calme était plus terrifiant que la rage de Céline. « Oh, maître Bonneau, a-t-elle dit, sa voix dégoulinant de pitié. Vous ne comprenez toujours pas, n'est-ce pas? Vous êtes encore bloqué sur la maison. Vous pensez encore comme un avocat de seconde zone. Vous croyez que c'est pour un petit pavillon? » Elle a secoué la tête, un mouvement lent et triste. « Votre cliente a crié que M. Diallo n'est qu'un maçon à la retraite. Elle a raison. Il l'est. Il est très fier du travail qu'il a fait de ses mains. Il est aussi l'homme qui, discrètement, au cours des 40 dernières années, a acheté les terrains sur lesquels ses mains ont travaillé. » Fatoumata a tourné son regard vers Céline, qui était toujours debout, haletante, le visage rouge et tacheté. « Céline, vous êtes à Lyon depuis quoi, 5 ans? Vous voyez les nouveaux immeubles, vous voyez les restaurants branchés, vous voyez l'argent. Mais vous n'avez jamais pris la peine de demander à qui appartenaient les terrains avant que ça devienne à la mode. » « Quand Mamadou et sa femme Aminata, a dit Fatoumata, sa voix coupant le silence, ont commencé à acheter des biens à Vaux-en-Velin quand personne d'autre n'y touchait. Ils ont acheté des lots à Villeurbanne quand ce n'était encore que des entrepôts et des trottoirs défoncés. Ils croyaient en cette ville. Ils n'y ont pas juste travaillé, ils y ont investi. » Fatoumata a compté les points sur ses doigts. « À ce jour, la SCI Aminata Diallo, dont je suis la gérante, détient les titres de 12 immeubles à Vaux-en-Velin. Elle possède 3 blocs commerciaux à Villeurbanne. Elle possède aussi, elle a fait une pause, faisant un geste autour de la pièce opulente, le terrain sur lequel cette tour entière est construite. Nous sommes leurs locataires. » Le visage de Céline est passé du rouge à un blanc maladif et crayeux. Ses genoux ont semblé fléchir. Maître Bonneau a fait un petit bruit d'étouffement, comme s'il avait avalé sa propre langue. J'avais été silencieux tout ce temps. J'avais regardé cette femme qui avait épousé mon fils. Cette femme qui regardait sa montre à ses funérailles. Cette femme qui avait essayé de me jeter hors de ma maison. Je l'ai regardée réaliser la vérité. Maintenant, c'était mon tour. Je me suis penché, posant mes mains, des mains de maçon, rugueuses et calleuses, sur la table polie. C'était la première fois que je parlais. Ma voix était calme, mais dans le silence de mort de cette pièce, elle sonnait comme un coup de marteau. « Nous vivions simplement, ai-je dit. » Céline a tressailli comme si j'avais crié. « Ma femme Aminata et moi, nous ne croyions pas à l'étalage. Nous ne portions pas de vêtements de luxe. Nous ne conduisions pas de voitures chères. Nous n'en avions pas besoin. Nous croyions à la construction. Nous croyions au travail. » Je l'ai regardé droit dans ses yeux terrifiés. Mon fils Ousmane, il savait tout ça. Il savait tout. Je lui apprenais à gérer les actifs, à lire les registres, à être un bon gardien de ce que sa mère et moi avions construit. Il était mon héritier, ai-je dit, laissant les mots atterrir. Il était en formation pour reprendre tout le portefeuille, un patrimoine évalué à environ 15 millions d'euros. 15 millions? Céline ne s'est pas juste assise, elle s'est effondrée. Elle est retombée dans sa chaise, la bouche grande ouverte, un haut silencieux de pur choc non dissimulé. Tout l'air, toute la combativité, tout le venin ont juste disparu. 15 millions d'euros. Elle avait épousé un héritier de 15 millions d'euros, et elle ne l'avait jamais su. Elle était tellement concentrée à voler sa voiture qu'elle n'avait jamais réalisé qu'il possédait toute la concession. Elle avait essayé de falsifier un acte pour une maison à 250 000 euros, sans savoir qu'il était destiné à hériter d'un empire. Le regard sur son visage, ce n'était pas juste du choc. C'était l'agonie d'une vie de cupidité, réalisant ce qu'elle avait manqué. Maître Bonneau me fixait juste, son bloc-notes juridique bon marché oublié.
Il avait l'air sur le point d'être malade. Donc vous voyez, a continué Fatoumata, sa voix à nouveau tranchante, reprenant exactement là où je m'étais arrêté. Nous ne nous soucions vraiment pas de cette petite maison de la Guillotière. Vous ne pouvez pas la voir. Évidemment, la SCI en prendra possession d'ici la fin de la journée. Mais la maison, elle a fait un geste dédaigneux de la main, n'est plus le sujet. Céline a levé les yeux, confuse, son esprit encore sous le choc des chiffres. Quoi? C'est quoi le sujet? Fatoumata s'est penchée complètement au-dessus de la table, ses yeux comme des éclats de glace noire. Le sujet, a-t-elle dit, c'est que nous sommes très intéressés de savoir pourquoi vous avez ressenti le besoin de falsifier la signature de votre mari. Nous sommes très intéressés de savoir pourquoi vous avez menti à votre propre avocat sur des dettes inexistantes. Et nous sommes extrêmement intéressés, sa voix est descendue à un murmure, de savoir pourquoi le fils de mon client, un homme de 42 ans en parfaite santé, est soudainement et mystérieusement mort d'une crise cardiaque juste après que vous avez réalisé que vous ne pouviez pas mettre la main sur son argent. La panique qui a traversé le visage de Céline n'était plus à propos de l'argent. C'était à propos de quelque chose d'autre entièrement. C'était la terreur d'être prise. « Je ne sais pas de quoi vous parlez », a-t-elle bégayé, attrapant son sac, ses yeux filant vers la porte. Sa mort était une tragédie. C'était un accident. C'était son cœur. La réunion avec Céline et son avocat s'était terminée il y a moins d'une heure. Maître Bonneau avait pratiquement couru hors de la pièce, traînant une Céline catatonique derrière lui. Ils n'avaient pas dit un mot. Ils avaient juste fui. Maintenant, le bureau de Fatoumata était à nouveau silencieux. L'adrénaline de la confrontation s'était dissipée, laissant derrière elle la vérité froide et laide. Mon fils était mort, et sa femme était presque certainement responsable. La porte de la salle de réunion s'est ouverte, et Fatoumata est entrée, suivie d'un homme que je ne connaissais pas. C'était un homme imposant, bâti solide comme un vieux chêne. Il portait un costume qui avait l'air d'avoir dormi dedans, mais ses yeux étaient vifs et intelligents. Il avait l'air d'avoir passé beaucoup de temps à observer les gens et à ne pas manquer un seul détail. « Mamadou », a dit Fatoumata. « Voici Ibrahima Konaté. Ibrahima, voici mon client, Monsieur Mamadou Diallo. » Ibrahima, ou Ibra comme il s'est présenté, m'a serré la main. Sa poigne était ferme, sa main aussi rugueuse que la mienne. « Monsieur Diallo, je suis désolé pour votre perte. Fatoumata me dit que vous êtes dans une situation compliquée. »« Kurt est le meilleur, » a dit Fatoumata en s'asseyant à la table. Il était enquêteur à la PJ de Lyon pendant 20 ans, brigade criminelle. Maintenant, il trouve des choses pour des gens comme nous, des choses que la police n'a pas le temps de chercher. Ibra a hoché la tête en prenant un siège. Il a sorti un petit carnet en cuir usé et un stylo. Il n'a rien dit. Il a juste attendu, ses yeux sur moi. C'était un professionnel de l'écoute. J'ai pris une profonde inspiration. Ça semblait étrange de parler de ma famille comme ça, comme une trahison. Mais Ousmane était parti. Le temps de protéger les sentiments était révolu. C'était une question de justice. « Céline, ma belle-fille, ai-je commencé, ma voix encore rauque, elle a dit qu'Ousmane était endetté. C'est pour ça qu'il était censé lui avoir cédé la maison. » Ibra a juste hoché la tête, écrivant « Censé. »« C'est un mensonge, ai-je dit. Mon fils Ousmane, c'était un bon garçon. Il était intelligent avec son argent. Il a construit sa propre entreprise de zéro avec un peu d'aide de ma part pour démarrer. Mais il n'était pas imprudent. Ce n'était pas un joueur. Ce n'était pas un imbécile. J'ai fait une pause, les mots suivants difficiles à sortir. Mais il était aveugle quand il s'agissait d'elle. Il aimait Céline aveuglément. Je lui ai dit, je l'ai prévenu. Je me suis souvenu d'une conversation le dernier Noël. Moi et Ousmane dans mon atelier, l'odeur de sciure dans l'air. « Fiston, avais-je dit, cette femme que t'as là, elle dépense l'argent comme si c'était de l'eau. Et ses yeux, ils sont affamés. » Ousmane avait juste ri. « Papa, t'es juste vieux jeu. Céline est ambitieuse, elle aime juste les belles choses. Y a pas de mal à ça. Pas de mal. » J'ai repoussé le souvenir. « Je l'ai prévenu, ai-je répété à Ibra. Il n'a pas écouté. Maintenant, elle dit qu'il était endetté. Je veux connaître la vérité.
Je ne crois pas que mon fils était endetté. Je crois que c'était elle. Je veux que vous vérifiez ses finances. Les siennes, pas les siennes à lui. Ibrahima a écrit dans son carnet. Vérifiez les finances de l'épouse. Dette, jeu, carte de crédit. C'est noté. Fatoumata s'est penchée, prenant le relais. Sa voix était purement business. Ibra, la situation est la suivante. Céline a produit un acte de donation falsifié pour la maison de M. Diallo. Elle a fait ça après la mort soudaine de son mari d'une crise cardiaque rapportée. Elle croyait que M. Diallo était un maçon à la retraite avec une seule maison. Elle vient de découvrir aujourd'hui qu'il est en fait l'associé principal d'une SCI de 15 millions d'euros et que son défunt mari était l'unique héritier. Le visage d'Ibrahima n'a pas changé, mais son stylo s'est arrêté de bouger juste une seconde. Il a levé les yeux vers Fatoumata. 15 millions. Exactement, a dit Fatoumata. Chez elle ne le savait pas, ce qui signifie qu'elle était assez désespérée pour commettre une fraude et possiblement un meurtre pour une maison à 250 000 euros. C'est un sacré mobile, a dit Ibra doucement. Ça devient mieux, a continué Fatoumata. Ousmane avait déjà déposé une demande de divorce et il a signé un nouveau testament 3 jours avant sa mort, la déshéritant complètement. Ibrahima a laissé échapper un sifflement bas. Donc elle savait qu'elle allait se retrouver avec rien. Pas de maison, pas de mari et je suppose beaucoup de factures. C'est ce qu'on a besoin que vous trouviez, ai-je dit, ma voix ferme. Céline a dit qu'Ousmane était endetté. Je dis que c'était elle. Trouvez cette dette. Découvrez à qui elle devait. Découvrez à quel point elle était vraiment désespérée. Fatoumata lui a tendu un dossier. Voici tout ce qu'on a sur elle. Numéro de sécurité sociale, compte bancaire qu'on connaît. Sa voiture, son lieu de travail. Je veux tout savoir. Je veux savoir ce qu'elle a mangé au petit déjeuner. Je veux savoir chaque appel qu'elle a passé. Je veux savoir si elle a acheté des produits chimiques inhabituels. Je veux savoir si elle a cherché comment simuler une crise cardiaque sur son ordinateur. Fatoumata, ai-je ajouté. Je veux savoir pourquoi. Pourquoi elle ferait ça? Pourquoi elle jetterait tout par-dessus bord? Elle l'avait. Elle avait l'amour de mon fils. Pourquoi ça n'a pas suffi? Ibrahima Konaté a fermé son carnet. Il m'a regardé et pour la première fois, j'ai vu quelque chose dans ses yeux au-delà du professionnalisme. J'ai vu les yeux d'un homme qui avait aussi vu le pire des gens. « Monsieur Diallo », a-t-il dit, sa voix profonde et stable. « D'après mon expérience, pour les gens comme elle, ce n'est jamais assez. L'amour ne paie pas les factures, pas quand les factures viennent d'un bookmaker. » Il s'est levé, glissant le dossier sous son bras. « Je vais commencer par ses finances, les dettes de jeu, les cartes de crédit. Ensuite, je tracerai ses mouvements des 2 dernières semaines. Où elle est allée, qui elle a rencontré. Je récupérerai les images de surveillance de cette station-service que vous avez mentionnée, Fatoumata. Je trouverai ses créanciers. » Il m'a regardé. « Vous avez raison, monsieur Diallo. Votre fils n'était pas endetté. Elle l'était. Et quand vous êtes aussi profondément dans le trou, vous n'avez pas besoin d'une raison. Vous avez juste besoin d'une opportunité. » Fatoumata a parlé. « Trouvez tout, Ibra. Je veux assez de preuves pour l'enterrer. Il ne s'agit plus juste d'une maison. »« Je comprends, » a dit Ibra. « Il s'agit de meurtre. Je vous recontacte dans 48 heures. » Il m'a fait un hochement de tête, un signe de respect, et puis il est parti. Fatoumata et moi sommes restés dans le silence qu'il a laissé derrière lui. La première étape était faite. La première pierre était lancée. Maintenant, tout ce qu'on pouvait faire, c'était attendre les ondulations. « Il est bon, » ai-je dit. « C'est le meilleur, » a répondu Fatoumata. « Il va trouver. » J'ai regardé par la fenêtre à nouveau. La ville brillait toujours. Elle avait l'air si paisible de là-haut. Mais je savais que là-bas, dans les rues que j'avais connues, un prédateur marchait en liberté. Une femme qui avait souri à mon fils et puis, j'en étais sûr, avait arrêté son cœur. Elle m'a appelé vieux, ai-je dit doucement, surtout pour moi-même. « Quoi ?» a demandé Fatoumata. « Céline. À la maison après les funérailles. Elle m'a appelé vieux. Elle pensait que je n'étais qu'un vieil immigré fauché et triste. Elle pensait que j'étais faible. Elle pensait que je ne savais rien. Elle pensait que j'étais stupide.
Je me suis détourné de la fenêtre et j'ai regardé mon avocate. Une colère froide et dure s'installait dans mes os, me donnant de la force. Elle est sur le point de découvrir à quel point elle avait tort. Le bureau de Fatoumata était silencieux. 48 heures s'étaient écoulées depuis notre réunion avec Céline. 48 heures à faire les 100 pas dans ma chambre d'hôtel, à attendre. Fatoumata avait travaillé, passant des appels. Sa voix un bourdonnement bas et régulier en arrière-plan de mon chagrin. Je m'étais juste assis dans cet hôtel silencieux, fixant la skyline lyonnaise, pensant à Ousmane, pensant à 42 ans. Ibrahima Konaté était ponctuel. À exactement 9h11, il a frappé une fois et est entré dans le bureau de Fatoumata, portant une mallette fine et le même carnet en cuir usé. Il avait l'air fatigué, mais ses yeux étaient vifs. Il m'a fait un signe de tête, s'est assis et a ouvert son dossier. Il n'a pas perdu de temps en politesse. « Monsieur Diallo, maître Silla, a-t-il commencé, sa voix un grondement bas. Vous m'avez demandé de découvrir si Céline Marchand était endettée. Et alors? L'était-elle? Ai-je demandé, ma voix rauque. Ibrahima m'a regardé. Monsieur Diallo, votre belle-fille n'était pas juste endettée, elle se noyait dedans. Vous avez dit qu'elle jouait la veuve éplorée. C'est le rôle qu'elle joue, a dit Fatoumata, les mains jointes sur le bureau. Eh bien, a dit Ibrahima, son deuil l'a emmené faire un voyage. Le lendemain des funérailles, le jour après, elle a conduit sa voiture, une voiture qu'Ousmane avait payée pendant 5 heures vers le sud. Il a fait glisser une photo brillante sur la table polie. Ce n'était pas une photo de dossier. Elle était granuleuse, prise de loin. Céline. Elle était debout à une table de blackjack, une pile de jetons devant elle. Elle ne pleurait pas. Elle avait l'air désespérée, les yeux collés aux cartes. « Où est-ce » ai-je demandé, l'estomac retourné. « La salle principale du casino de Monaco » a dit Ibrahima. Prise il y a 12 heures. Elle y était toute la nuit et elle ne faisait pas que jouer. Elle perdait gros. Il a fait glisser une deuxième photo. Celle-ci était dehors, sous les lumières jaunes crues de l'entrée du casino. Céline était adossée à une colonne, l'air terrifié. Debout devant elle se tenait un homme grand et imposant, en costume bon marché. Il souriait, mais ce n'était pas un sourire agréable. « Qui est-ce » a demandé Fatoumata en se penchant. « Il s'appelle Tony Ferrara » a dit Ibrahima. « Ce n'est pas un employé du casino, c'est un usurier. Il opère depuis Marseille. » Il avait l'air mécontent. Mon gars sur le terrain a dit qu'elle suppliait pour avoir plus de temps. Elle n'était pas là pour s'amuser, monsieur Diallo. Elle était là soit pour payer, soit pour supplier. Donc j'avais raison, ai-je dit, ma voix lourde. Elle est dans de sales draps. Vous ne savez pas la moitié, a répondu Ibrahima. Il a ouvert son carnet. Vous avez dit qu'elle accusait Ousmane d'être endetté. C'est la première chose que j'ai vérifiée. Il m'a regardé et ses yeux se sont adoucis juste une seconde. Votre fils, monsieur Diallo, il était clean, méticuleux. Son garage est entièrement dans le vert. Son score de crédit était de 810. Il avait 0 dette en dehors de sa part des impôts fonciers qui étaient payés à temps. C'était un citoyen solide. Comme on le pensait, a dit Fatoumata. Mais Céline, a continué Ibrahima, est un fantôme financier sur le papier. Elle n'a pas de carte de crédit officielle à son nom, pas de crédit auto, pas d'hypothèque, rien. Ce qui est étrange pour une femme de 40 ans en 2025. Elle disait toujours qu'Ousmane gérait tout l'argent, ai-je murmuré. C'est vrai, a dit Ibrahima, mais pas de la façon dont vous pensez. Il payait pour sa vie, mais il ne payait pas pour ses habitudes. J'ai dû creuser plus profond. J'ai tiré des relevés de comptes offshore, des sites de paris sportifs en ligne basés au Costa Rica, et c'est là que j'ai trouvé la vraie histoire. Il a tourné une page de son carnet. Sam Marchand a 3 lignes de crédit actives à taux d'intérêt élevé avec des sites de jeux offshore. Elle faisait de la cavalerie, bougeant l'argent entre eux pour couvrir ses pertes, et elle perdait beaucoup depuis longtemps. Fatoumata s'est penchée, sa voix comme de la glace. « Combien, Ibra ?»« À ce matin, a dit Ibrahima, entre les sites en ligne et ce que ma source dit qu'elle doit à Tony Ferrara, elle est dans le trou de 120 000 euros. 120 000 euros. La pièce semblait froide. Toutes les économies de la vie d'Ousmane, le garage qu'il avait construit, ça ne suffirait même pas à couvrir.
Et la SCI de Mamadou, a chuchoté Fatoumata, vaut 15 millions. Elle était assise sur une mine d'or et ne pouvait pas obtenir un centime. Ça empire, a dit Ibrahima. Elle a essayé d'y toucher. J'ai trouvé 3 demandes de prêt rejetées du mois dernier, toutes des tentatives d'obtenir un prêt hypothécaire sur le pavillon de Mamadou, toutes falsifiées. Toutes utilisant le nom et le numéro de sécurité sociale d'Ousmane. Les banques les ont rejetées parce que le bien n'est pas à son nom. Donc, elle a falsifié l'acte, ai-je dit, les pièces s'emboîtant. Elle a falsifié l'acte pensant qu'elle pourrait utiliser la maison comme garantie pour payer Ferrara. Elle a dû penser que la SCI n'était qu'un truc juridique qu'elle pourrait contourner. Exactement, a dit Ibrahima. Elle était désespérée. Elle n'avait plus de temps. Elle essayait d'obtenir n'importe quel actif qu'elle pouvait. Mais Ousmane a découvert. Fatoumata a levé les yeux. La dispute. Vous avez trouvé les images de surveillance. Oui, a dit Ibrahima. De la station-service Total sur le boulevard périphérique la nuit où il est mort. L'appel au 15 a été passé de leur appartement à 22h03. Ces images sont de 21h15. Il a sorti un petit ordinateur portable de sa mallette et l'a retourné. Et c'était là. Le camion Ford bleu familier d'Ousmane, garé sous les lumières vives et bourdonnantes de la station-service. Ousmane était sur le siège conducteur. Céline était sur le siège passager. Il n'y avait pas de son, mais on n'en avait pas besoin. La scène dans ce camion était violente. Ousmane criait, son visage sombre d'une rage que je n'avais jamais vue chez mon fils. Pas une fois en 42 ans. Il tremblait de tout son corps, rigide. Céline lui criait dessus en retour, son visage tordu et laid. « Mon Dieu !» ai-je chuchoté, ma main venant à ma bouche. « C'est quoi dans sa main ?»« Regardez !» a dit Ibrahima. Ousmane a rugi quelque chose qu'on ne pouvait pas entendre. Il a pris une épaisse liasse de papier et les a jetés, lancés droit au visage de Céline. Les pages blanches ont explosé dans la cabine, se dispersant sur le tableau de bord et ses genoux comme des confettis. Céline a reculé comme si elle avait été giflée. Puis elle a commencé à crier en retour, pure furie, essayant de rassembler les papiers, ses mains les attrapant. Ousmane a juste pointé un doigt vers son visage, le bras droit et tremblant, criant, criant, criant. Puis, il a frappé le volant des 2 mains si fort que tout le camion a tremblé. Il lui disait que c'était fini. Je connaissais mon fils. C'était la fin. Ibrahima a mis la vidéo sur pause. Il est parti 2 minutes plus tard. Moins d'1 heure après, Céline appelait le 15 pour signaler que son mari était inconscient et ne respirait plus suite à une crise cardiaque. J'ai fixé l'image figée du visage de mon fils, en colère et trahi. Les papiers? C'était quoi ces papiers, Ibra? C'était le faux, les relevés de dettes de jeu? C'est ce que j'ai supposé, a dit Ibrahima. Mais l'acte n'était qu'un seul document. Les relevés bancaires peut-être, mais c'était épais. Au moins 20, 30 pages. Ça avait l'air officiel. J'étais bloqué. J'ai passé toute la journée d'hier à essayer de comprendre ce qu'étaient ces papiers. Je n'ai rien trouvé. Mais vous avez trouvé quelque chose, ai-je dit. Ce n'était pas une question. Oui, a répondu Ibrahima. J'ai commencé à réfléchir. Si Ousmane a découvert le faux et la dette de 120 000 €, quelle est la première chose qu'un homme intelligent fait? Il ne crie pas juste dans une station-service. Il se protège. La tête de Fatoumata s'est relevée d'un coup. Il appelle son avocat. « Exactement, » a dit Ibrahima. « Mais il ne vous a pas appelé, maître Silla. Vous gériez la SCI. Ça, c'était conjugal, c'était personnel. »« Un avocat en divorce, » a chuchoté Fatoumata. « Bingo, » a dit Ibrahima. « J'ai fait une vérification sur les relevés du téléphone portable personnel d'Ousmane pour les 2 dernières semaines. Il a passé 3 appels à un numéro que je ne reconnaissais pas. Un cabinet d'avocats privé dans la presqu'île, une spécialiste du droit de la famille haut de gamme nommée Maître Hélène Duval, très discrète, très chère, une avocate en divorce, ai-je dit. Le mot semblait étrange sur ma langue. Ousmane, il la quittait enfin. Une terrible tristesse douloureuse mêlée à un soulagement vif. Il s'en sortait. « On dirait bien, monsieur Diallo, » a dit Ibrahima. « Je suis allé à ce cabinet ce matin. »
J'ai montré mes références à Maître Duval, expliqué les circonstances. Elle était hésitante, citant le secret professionnel, mais quand j'ai mentionné les mots « mort suspecte » et « SCI de 15 millions d'euros », elle est devenue beaucoup plus coopérative. Ibrahima a fouillé dans sa mallette et a sorti un dernier dossier. C'était une mince enveloppe au format juridique. Il l'a fait glisser sur la table. « C'est quoi ça ?» a demandé Fatoumata, sa main posée dessus. « Tessa, » a dit Ibrahima. Ce sont les papiers qu'Ousmane lui a jetés au visage. Ma main a tremblé. Fatoumata a ouvert le rabat et a sorti le contenu. « Mon Dieu !» a-t-elle chuchoté. Elle les a posés sur la table. Le premier était une requête en divorce déposée 2 jours avant sa mort. Le deuxième? L'avocate a dit qu'Ousmane en était incroyablement fier, a dit Ibrahima, sa voix calme. Il l'a signé, l'a fait attester par des témoins et certifié conforme juste 3 jours avant sa mort. Il protégeait ses actifs. Il vous protégeait, vous, monsieur Diallo. J'ai tendu la main et touché le papier. C'était le Nouveau Testament d'Ousmane. Il était simple. 1 page. Il révoquait tous les testaments précédents. Et il déclarait en caractères clairs et gras que 100% de son patrimoine personnel, son entreprise, son garage, tous les comptes bancaires à son nom, son véhicule et tous ses effets personnels étaient légués à son père, Mamadou Diallo. Le nom de Céline n'était nulle part. Elle était complètement, totalement et légalement déshéritée. La pièce était silencieuse. Le seul son était le tic-tac distant de l'horloge au mur. J'ai regardé les papiers du divorce. J'ai regardé le Nouveau Testament. J'ai pensé aux mots d'Ibrahima. 120 000 euros. J'ai pensé à l'acte falsifié. Et j'ai pensé à cette vidéo granuleuse à la station-service. Mon fils, son visage sombre de rage, jetant ces mêmes papiers à la femme qui lui criait dessus. Il ne faisait pas que lui crier dessus. Il lui montrait. Il lui montrait la fin de tout son monde. J'ai levé les yeux vers Fatoumata, la certitude froide et dure s'installant enfin dans mon cœur, tranchante et lourde comme un éclat d'acier. Elle savait, ai-je dit. Ma voix ne tremblait plus. Elle était morte. Ce soir-là, ai-je dit. Dans ce camion, elle savait. Elle ne perdait pas juste une maison qu'elle ne pouvait pas obtenir. Elle perdait tout. Je me suis levé, la chaise raclante en arrière, et j'ai marché vers le mur de verre. J'ai regardé la ville, ma ville. Le divorce signifiait qu'elle n'obtenait rien de lui de son vivant. Le testament signifiait qu'elle n'obtenait rien de lui après sa mort. La dette signifiait que ses créanciers allaient lui briser les jambes. Elle n'avait rien, ai-je chuchoté. Il venait de lui donner la preuve qu'elle n'avait absolument plus rien à perdre. Je me suis retourné et je leur ai fait face. Le chagrin était toujours là, un charbon ardent dans ma poitrine. Mais maintenant, il était entouré d'une colère froide et juste. Fatoumata Silla s'est levée, son visage un masque de fureur froide. « C'est exact, Mamadou », a-t-elle dit, sa voix tremblant de rage contenue. « Il ne s'agit plus d'une signature falsifiée. Il ne s'agit plus de fraude. Il ne s'agit plus d'une maison. » Elle s'est approchée et a posé sa main sur mon épaule. « Que ça ?» a-t-elle dit. « C'est un mobile. C'est de la préméditation. C'est un assassinat. » Céline était dans mon salon, le salon de ma femme, quand le coursier est arrivé. Elle comptait probablement les minutes avant de pouvoir vendre les meubles anciens d'Aminata. Elle a signé pour la grande enveloppe juridique avec un geste agacé, pensant probablement que c'était juste encore de la paperasse de son propre avocat incompétent. Elle l'a déchiré avec un de ses longs ongles rouges. Elle a sorti les documents. J'aurais voulu voir son visage à ce moment-là. Elle a lu la première page. C'était une notification formelle du cabinet de Fatoumata Silla l'informant qu'une enquête civile était en cours concernant l'acte frauduleux. Elle a probablement ricané. Vieille nouvelle. Puis elle a lu la deuxième page. C'était une copie du rapport de l'expert en écriture. Il détaillait en langage scientifique froid exactement comment la signature était un faux. Il mentionnait les marques d'hésitation, la pression anormale et des preuves claires de traçage. Son cœur a probablement commencé à battre un peu plus vite alors. Puis elle a lu la troisième page. C'était une attestation sous serment de maître Hélène Duval, l'avocate en divorce d'Ousmane. Elle déclarait qu'Ousmane avait retenu ses services pour entamer une procédure de divorce.
Le souffle de Céline s'est probablement coincé dans sa gorge. Puis, elle a lu la 4e et dernière page. Une copie certifiée conforme du Nouveau Testament d'Ousmane. Le testament qu'il a laissé avec rien. Absolument rien. Les papiers ont dû glisser de ses doigts. Elle ne perdait pas juste la maison. Elle avait déjà tout perdu avant même qu'Ousmane ne meure. Tout ça, tout son plan avait été pour rien. Elle était piégée. Elle était une fraudeuse avouée. Je peux la voir faire les 100 pas, paniquer, les murs de ma maison se refermant sur elle. Elle a probablement pensé à la police, aux questions qu'ils avaient posées. Circonstances suspectes. Elle a probablement pensé à ses dettes. 120 000 €. Tony Ferrara. La fin du mois approchait. Elle n'allait pas juste être fauchée. Elle n'allait pas juste être sans abri. Elle allait en prison. Et puis elle aurait pensé à Ousmane, à sa mort, à cette crise cardiaque. Elle aurait réalisé que Mamadou et Fatoumata n'enquêtaient pas juste sur la maison. Ils cherchaient une meurtrière. Elle était complètement et totalement acculée. Tous les faits, tout l'argent, toute la loi, tout était de mon côté. Elle n'avait aucune issue. Alors, elle a fait ce que font les animaux acculés. Elle a décidé de mordre. Elle ne pouvait pas me combattre sur les faits. Les faits la mettraient en prison pour le reste de sa vie. Elle ne pouvait pas me combattre avec l'argent. Elle venait de découvrir que j'avais tout, et elle rien. Alors elle a décidé de me combattre avec la seule arme qui lui restait. La seule arme qu'elle savait utiliser. Elle allait me combattre dans le tribunal de l'opinion publique. Elle allait changer l'histoire. Ce ne serait pas l'histoire d'un père en deuil, cherchant justice pour son fils assassiné. Oh non, elle était bien plus maligne que ça. Elle a pris son téléphone. Ses mains tremblaient probablement, mais plus de peur, de rage. Elle a fait défiler ses contacts, passant les usuriers et les bookmakers jusqu'à trouver un nom. Julien Morel, France 3 Rhône-Alpes, un journaliste local qu'elle avait rencontré à une soirée. Un homme qu'elle savait toujours à la recherche d'une histoire juteuse et sensationnelle. Elle a pris une profonde inspiration. Elle a fermé les yeux, et quand elle les a rouverts, elle n'était plus la fraudeuse paniquée. Elle était la veuve éplorée. Elle a convoqué les larmes. Elle a appuyé sur le bouton d'appel. Julien. Elle a chuchoté, sa voix craquant parfaitement. Julien Morel. C'est Céline. Céline Marchand. La femme d'Ousmane. Elle a fait une pause, laissant échapper un sanglot parfaitement synchronisé. Oui, merci, c'est juste. Ça a été un cauchemar. Merci pour votre carte. Une autre pause. Julien, je suis tellement effrayé. Je ne savais pas qui d'autre appeler. Il se passe quelque chose de terrible. C'est mon beau-père, Mamadou Diallo. Oui, celui qui possède tous ces immeubles. Il essaie de me prendre tout, Julien. Je suis veuve. Mon mari est à peine enterré depuis 2 jours et il essaie de me mettre à la rue. Il dit que j'ai falsifié des papiers. Il dit, mon Dieu, il dit que je suis une criminelle. Elle pleurait pour de vrai maintenant, j'en suis sûr. Des larmes de pur génie manipulateur. Je ne sais pas quoi faire. Je suis juste une pauvre Française, Julien. Et lui, c'est ce riche Africain puissant, et il essaie de me détruire. Il a des équipes d'avocats. Moi, je n'ai personne. Juste le souvenir de mon mari, et il essaie de voler ça aussi. Elle a écouté, puis a hoché la tête, essuyant ses fausses larmes. Oui, je peux être prête dans 1 heure. Merci, Julien. Vous me sauvez la vie. Elle a raccroché. Les larmes se sont arrêtées instantanément. Son visage, j'imagine, s'est figé en un masque de calcul froid et dur. Elle ne pouvait pas gagner dans un tribunal, alors elle allait me faire passer en procès au journal de 20 heures. « Voyons comment Lyon aime cette histoire, vieux », a-t-elle probablement chuchoté à la maison silencieuse et vide. Voyons-les se retourner contre la pauvre veuve éplorée. J'étais dans ma chambre d'hôtel quand Fatoumata m'a appelé. Elle n'a pas dit bonjour. Elle a juste dit « Allume France 3, maintenant ». J'ai tâtonné pour la télécommande, mes mains tremblantes. La télévision de l'hôtel s'est allumée, le journal de 20 heures. Il y avait ma maison, mon perron, le perron qu'Aminata et moi avions passé des milliers de soirées à regarder le monde passer. Et il y avait Céline, elle avait l'air petite, fragile. Elle portait un chemisier blanc simple, pas de maquillage. Ses cheveux étaient tirés en arrière,
Elle avait l'air d'une victime. Elle tamponnait ses yeux avec un mouchoir froissé, tandis qu'elle parlait au journaliste Julien Morel. Son visage était un masque de préoccupation professionnelle. « Je ne sais plus vers qui me tourner », chuchotait Céline, sa voix craquant parfaitement. « Mon mari, Ousmane, ça ne fait que quelques jours qu'il est parti. » Elle a craqué, un sanglot se coinçant dans sa gorge. La caméra a zoomé sur une larme unique roulant sur sa joue. Le journaliste a posé une main sur son épaule. « Madame Marchand, vous avez fait des accusations très sérieuses. Pouvez-vous nous dire ce qui se passe ?» Céline a pris une respiration tremblante. « C'est mon beau-père, Mamadou Diallo. » Elle a dit mon nom comme si c'était une malédiction. Il essaie de me jeter dehors, de ma maison. Le journaliste avait l'air choqué. « Il vous expulse juste quelques jours après que vous avez enterré son fils ?»« Oui, » a-t-elle pleuré, les larmes coulant plus vite. « C'est un homme très riche. C'est un millionnaire de l'immobilier. Il possède la moitié de Lyon, et moi je suis juste une veuve sans rien. Et il veut me prendre la seule chose que mon mari Ousmane m'a laissée, cette maison. » Je ne pouvais pas respirer. Je fixais juste l'écran. « Il ne m'a jamais aimé, » a-t-elle continué, regardant droit dans la caméra, dans les yeux de chaque personne à Lyon qui regardait. « Il n'a jamais pensé que j'étais assez bien pour Ousmane. Il n'a jamais accepté notre mariage. » Elle a fait une pause comme si elle rassemblait le courage de dire la suite. « Peut-être que c'est parce que je ne suis pas de son monde. Je suis juste une Française ordinaire de Vénissieux. Je n'ai pas son pouvoir. Je n'ai pas son argent. » C'était là. Elle l'a fait. Elle l'a vraiment fait. « Et maintenant qu'Ousmane est parti, » a-t-elle sangloté. « Il n'y a plus personne pour me protéger. Il me punit pour avoir aimé son fils. » Que suis-je censé faire? Que peut faire une veuve française seule et éplorée contre un homme aussi puissant et riche? Il a des équipes d'avocats. Moi, je n'ai rien. Juste le souvenir de mon mari, et il essaie de me voler ça aussi. Le journaliste, Julien Morel, a regardé directement la caméra, son visage rempli d'indignation et de sympathie. Une accusation vraiment choquante. « Madame Marchand, dites-vous qu'on vous force à la rue? Il m'a donné 30 jours, a-t-elle chuchoté comme si les mots étaient trop douloureux à prononcer. 30 jours? Juste après l'enterrement? Il veut que je parte, il veut que je disparaisse. S'il vous plaît, quelqu'un peut-il m'aider? » L'écran est revenu au présentateur en studio. Son visage était un masque d'incrédulité et de sympathie. Une histoire vraiment bouleversante. Nous avons contacté les représentants de Monsieur Mamadou Diallo pour un commentaire, mais n'avons pas encore eu de réponse. Le téléphone de Fatoumata a vibré dans ma main. Je l'avais jeté contre le mur. Sa ligne de bureau, son portable, le téléphone de l'hôtel. Ils sonnaient tous. Une tempête venait d'éclater sur ma tête. Fatoumata a éteint la télévision avec la télécommande. Le silence dans son bureau était assourdissant. Elle a regardé son portable qui vibrait sur le bureau. L'écran était allumé. C'était un blog d'infos local. Le titre disait « Veuve éplorée contre millionnaire lyonnais ». Elle en a regardé un autre. « Magnate de l'immobilier africain tente d'expulser sa belle-fille française ». Elle l'a fait, ai-je dit. Ma voix était dangereusement calme. Elle est debout sur mon perron devant ma maison, une maison qu'Aminata et moi avons construite de nos propres mains. Et elle dit au monde entier que je suis le monstre. Je me suis levé et j'ai marché vers la fenêtre, regardant la ville. Ma ville. Après ce qu'elle a fait, après l'avoir tuée, elle ose utiliser son origine contre la mienne comme une arme. Je me suis détourné de la fenêtre, mes mains serrées si fort que mes jointures étaient blanches. Elle leur dit que je suis le riche millionnaire africain qui opprime la pauvre petite Française à Lyon. Elle sait exactement ce qu'elle fait. « Oui, c'est vrai », a dit Fatoumata, sa voix calme. « Prends le téléphone, appelle la chaîne, appelle toutes les chaînes. On va leur dire la vérité. On va leur montrer le testament, les papiers du divorce, la dette de jeu de 120 000 €. On va la détruire. » Fatoumata a levé une seule main stable. « Non. » Le mot m'a arrêté net. « Non? Qu'est-ce que tu veux dire, non? » Elle salit mon nom. Elle détruit ma réputation. Elle me fait passer pour un monstre raciste. « Mamadou, écoute-moi, » a dit Fatoumata, sa voix coupant ma rage. « C'est exactement ce qu'elle veut.
Elle est acculée. Elle n'a pas de fait. Elle n'a pas de dossier. Elle ne peut pas gagner dans un tribunal, alors elle essaie de gagner dans le tribunal de l'opinion publique. Elle veut un combat médiatique. Fatoumata a continué. Elle sait que si on plonge dans ce bourbier avec elle, on se salit. On aura l'air d'attaquer la pauvre veuve éplorée qu'elle prétend être. On prouverait ce qu'elle dit. Alors, on la laisse juste faire? Ai-je rugi. On la laisse faire ça? On la laisse parler? On la laisse parler, a dit Fatoumata, un sourire froid et dur se formant sur son visage. On la laisse aller dans toutes les émissions qui voudront d'elle. On la laisse pleurer ses fausses larmes dans tout Lyon. On la laisse mentir et mentir et mentir encore. Pourquoi? Ai-je demandé. Parce qu'elle ne fait pas que mentir, Mamadou. Elle se parjure avant même d'arriver à la barre. Chaque mot qu'elle dit à la télévision est un nouveau mensonge, qu'on peut réfuter avec des faits. Elle construit notre dossier pour nous. Elle se pend avec sa propre langue. Elle a pris son téléphone. Ibrahima travaille encore. Il ne cherche plus des dettes de jeu. Il parle au médecin légiste. Il récupère l'appel au 15. Il trouve la piste de l'argent. Fatoumata m'a regardé. Ses yeux aussi féroces que ceux d'Aminata l'ont jamais été. Céline pense qu'elle joue aux dames au journal de 20 heures. Nous jouons aux échecs au tribunal correctionnel. Alors, laisse-la parler, laisse-la te salir, laisse-la pleurer devant toute la ville. On ne répondra pas à la télévision, Mamadou. On répondra au tribunal, avec l'acte falsifié, avec les papiers du divorce, avec le Nouveau Testament, avec les dettes de jeu. Et elle a pris une profonde inspiration, et avec le rapport final du médecin légiste. Et quand on le fera, on ne reprendra pas juste ton bon nom, on lui prendra sa liberté. J'ai regardé les lumières de la ville scintiller en contrebas. La rage dans ma poitrine s'est lentement refroidie, durcissant à nouveau en ce bloc de glace. Elle avait raison. Laisse-la parler. Le tribunal de grande instance de Lyon est un endroit froid. Ce n'est pas comme à la télévision. Les sols en marbre sont usés et l'air sent le café éventé et le désinfectant. Je me suis assis sur un banc en bois dur à côté de Fatoumata, portant mon costume du dimanche. Celui dans lequel j'ai enterré Aminata, celui dans lequel j'ai enterré Ousmane. De l'autre côté de la salle était assise Céline. Elle était de retour dans son costume de veuve, une simple robe noire, un voile délicat couvrant son visage. Elle tenait un mouchoir. Elle jouait la comédie. Son avocat, Maître Bonneau, paradait devant le bureau du juge comme s'il possédait les lieux. Il jouait la comédie, lui aussi. La salle était à moitié pleine. Ce journaliste, Julien Morel, était au premier rang, son stylo prêt. Céline s'en était assurée. « Madame la Présidente », a dit Maître Bonneau, sa voix résonnant dans la salle silencieuse. « C'est une tragédie, une simple tragédie déchirante. » Il a fait un geste dramatique vers Céline, qui a produit un parfait petit sanglot silencieux à point nommé. « Nous sommes ici parce que ma cliente, une veuve sans le sou et éplorée, est harcelée. Harcelée par cet homme. » Il m'a pointé du doigt. Mamadou Diallo, un homme dont nous avons récemment découvert qu'il n'est pas un simple maçon, mais un riche magnate de l'immobilier, un homme d'un pouvoir caché considérable. Il a laissé ses mots planer dans l'air. Il jouait déjà sa carte. C'est un simple cas de cupidité, Madame la Présidente. Monsieur Diallo utilise la mort de son propre fils pour persécuter sa belle-fille. Et je dois dire, les sous-entendus sont troublants. Un homme africain riche et puissant utilisant ses équipes d'avocats pour intimider et expulser une veuve française vulnérable et éplorée de sa maison. J'ai observé la juge, Madame la juge Traoré, une femme d'origine malienne plus âgée, tranchante comme une pointe, avec des yeux qui avaient l'air d'avoir entendu tous les mensonges du monde. Elle n'a pas scié. Elle avait juste l'air ennuyée. Maître Bonneau a continué sa performance. Ma cliente est la victime ici. Tout ce qu'elle veut, c'est la maison que son mari aimant lui a donnée. C'est rien de moins qu'un lynchage public, et nous exigeons justice. Il s'est assis, l'air très content de lui. Le journaliste griffonnait frénétiquement. La juge Traoré nous a regardés. Sa voix était fatiguée. « Maître Silla, votre réponse. » Fatoumata s'est levée. Elle était l'image du calme. « Madame la Présidente, Maître Bonneau a raison sur une chose, c'est une tragédie, mais ce n'est pas celle qu'il décrit. Elle a pris l'acte de donation falsifié.
Il a déposé une requête pour revendiquer la propriété du bien au 24 rue de la Guillotière. Il affirme que sa cliente est la victime. Fatoumata a reposé le papier. Nous ne sommes pas ici pour débattre de la propriété de cette maison, Madame la Présidente. En fait, nous demandons un rejet immédiat et sommaire de toute cette affaire. Maître Bonneau s'est levé d'un bond. Sur quel fondement? Nous avons un acte. C'est un document légal valide. La juge Traoré lui a lancé un regard froid. Asseyez-vous, Maître Bonneau. Vous attendrez votre tour. Elle a regardé Fatoumata. Sur quel fondement, Maître Sylla? La voix de Fatoumata était claire et tranchante comme du verre. Sur le fondement que la requête est irrecevable, Madame la Présidente. Le donateur, M. Ousmane Diallo, n'avait aucune autorité légale pour signer cet acte parce que ni lui ni son père, mon client, ne possèdent ce bien. La bouche de Maître Bonneau s'est ouverte. Quoi? Le bien au 24 rue de la Guillotière, a continué Fatoumata, comme tous les biens de M. Diallo, a été placé dans une SCI protégée, la SCI Aminata Diallo. Elle a été créée il y a 10 ans. Monsieur Mahamadou Diallo est l'associé bénéficiaire. J'en suis la gérante. Ousmane Diallo ne pouvait pas donner une maison qu'il ne possédait pas. Céline s'est finalement figée. Elle a regardé Maître Bonneau, son visage tordu de confusion et de rage. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui vient de se passer? Maître Bonneau rangeait ses affaires, les mains tremblantes. Ça veut dire que vous avez perdu la maison. Mais Fatoumata n'avait pas fini. Elle ne s'est pas assise. Madame la Présidente, a-t-elle dit, sa voix ferme, avant que nous soyons congédiés, Maître Bonneau, au nom de sa cliente, a publiquement accusé mon client de harcèlement et d'intention malveillante. Il l'a fait à la télévision et il l'a fait à nouveau dans cette salle d'audience. La réputation de mon client a été salie. La vérité doit être versée au dossier. La juge Traoré a regardé le journaliste, puis moi, puis Fatoumata. Vous avez 2 minutes, Maître Sylla. Faites-en bon usage. Fatoumata a souri. Merci, Madame la Présidente. Elle s'est légèrement tournée, faisant face non seulement à la juge, mais à toute la salle. Maître Bonneau affirme que sa cliente est une veuve sans le sou. Il a à moitié raison. Elle est sans le sou, mais pas parce que mon client est cupide. Fatoumata a brandi un nouveau dossier. Elle est sans le sou parce qu'elle a une dette de jeu de 120 000 € auprès de M. Tony Ferrara de Marseille. Céline a eu le souffle coupé. Maître Bonneau a objecté, mais la juge l'a fait taire d'un geste. Elle était désespérée, a continué Fatoumata. C'est pourquoi elle a falsifié l'acte. Elle savait qu'elle ne pouvait pas demander l'argent à son mari. Pourquoi? Parce que M. Ousmane Diallo venait de lui signifier ceci. Fatoumata a brandi le 2e document. Une requête en divorce. Il la quittait. Une vague de murmures a traversé la salle. Le journaliste écrivait si vite qu'on aurait dit que son stylo allait prendre feu. Céline Marchand était sur le point d'être divorcée, démasquée, et laissée sans rien d'autre que ses dettes. Ousmane savait exactement qui il avait épousé. C'est pourquoi 3 jours avant sa mort, il a signé un nouveau testament. Fatoumata a brandi le 3e document. Un testament qui déshérite explicitement son épouse, Céline, et lègue 100% de son patrimoine personnel à son père, Mamadou Diallo. La salle était en état de choc total. Céline a finalement trouvé sa voix. Ce n'était pas un murmure, c'était un cri animal et cru. « Menteuse! Vous êtes une menteuse! Il m'aimait! Il n'aurait jamais... » La juge Traoré a frappé son marteau encore et encore. « Du calme dans cette salle. Madame Marchand, contrôlez-vous ou je vous fais évacuer. » Fatoumata a attendu. Elle a attendu que les cris de Céline se transforment en sanglots hystériques. Puis sa voix est descendue, devenant mortellement calme. Mais elle portait dans chaque coin de la salle. Elle a raison sur une chose, Madame la Présidente. Ousmane n'est pas là pour nous le dire. Elle s'en est assurée. « Objection !» a crié Maître Bonneau en se levant. « Diffamation ! Ma cliente est la victime. »« Ce n'est pas de la diffamation, » a dit Fatoumata, « quand c'est un fait. Madame la Présidente. » À cause de ce mobile financier clair, le divorce, le déshéritement, la dette, nous avons demandé à l'État une autopsie complète. Nous avons fait exhumer le corps d'Ousmane Diallo la semaine dernière. Céline s'est figée.
Ses sanglots se sont arrêtés. Elle a levé les yeux, son visage un masque de pure terreur. Fatoumata a brandi le dernier dossier, le plus épais. J'ai ici le rapport final de l'Institut médico-légal de Lyon. Ousmane Diallo n'est pas mort d'une crise cardiaque. Son cœur était parfaitement sain. J'ai observé Céline. Ses yeux étaient écarquillés. Elle ne respirait plus. Il est mort, a annoncé Fatoumata, d'une hémorragie interne massive causée par des doses létales de warfarine, de la mort au rat, administrée dans son café sur une période de plusieurs semaines. Une mort lente, atroce et douloureuse. Fatoumata Sylla, ma protectrice, l'héritage de ma femme, s'est détournée de la juge. Elle a regardé directement Céline. Sa voix a retenti, claire et définitive. « Vous n'avez pas juste perdu la maison, Céline. Vous l'avez assassinée. » Céline s'est effondrée. Ce n'était pas un évanouissement. C'était un effondrement complet. Un hurlement est sorti d'elle. Un son de pure culpabilité damnée. Maître Bonneau était juste assis là, sa carrière et sa vie défilant devant ses yeux. Et puis, je les ai vus. Les mêmes deux policiers qui s'étaient tenus sur mon perron. Le brigadier Dupont et le capitaine Lefebvre. Ils étaient restés tranquillement au fond de la salle d'audience tout ce temps. Ils ont commencé à avancer. Ils sont passés devant le journaliste haletant. Ils sont passés devant la foule choquée. Ils sont allés droit à la table de la défense où Céline sanglotait hystériquement, criant « Non, 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 il ment, il mente !» Le brigadier Dupont a posé sa lourde main sur son épaule. « Céline Marchand, vous êtes en état d'arrestation pour assassinat avec préméditation sur la personne d'Ousmane Diallo. » Le flash de l'appareil photo du journaliste a brillé d'une lumière blanche aveuglante. Céline a hurlé tandis qu'il la relevait, lui tordèrent les bras dans le dos et lui passèrent les menottes. « C'était lui !» a-t-elle crié en pointant un doigt tremblant vers moi. « C'était le vieux. Il m'a piégé. Il m'a fait porter le chapeau. Il a tué son propre fils. » Mais personne n'écoutait. Ils l'ont traîné hors de la salle d'audience, ses cris résonnant dans le couloir de marbre. Je me suis juste assis là, à côté de Fatoumata. J'ai regardé partir la meurtrière de mon fils. Je n'ai pas ressenti de joie. Je n'ai pas ressenti de soulagement. J'ai juste ressenti du silence. J'ai regardé la chaise vide où la meurtrière de mon fils venait d'être assise. Et pour la première fois depuis l'enterrement d'Ousmane, j'ai senti la glace dans ma poitrine enfin commencer à fondre. Justice, Aminata, ai-je pensé. J'ai tenu ma promesse. Justice pour notre garçon. Il s'est passé 3 mois avant que je puisse retourner dans ma maison de la Guillotière. 3 mois de déposition légale, de signature de papier, d'écoute des détails sordides des appels de Céline rejetés. Le cirque médiatique s'était enfin calmé. Les caméras étaient parties. La maison était silencieuse. Trop silencieuse. J'avais demandé à Fatoumata de me retrouver là-bas. La police avait enlevé les scellés depuis des semaines, mais je n'avais pas pu me résoudre à franchir le seuil. Aujourd'hui, je l'ai finalement fait. Ça sentait le renfermer, comme un endroit qui avait été enfermé avec son chagrin trop longtemps. Mais c'était propre. Fatoumata avait engagé une entreprise pour venir tout remettre en ordre. Elle était assise à la table de la cuisine, celle que j'ai construite en train de siroter une tasse de thé. Elle avait l'air fatiguée, mais elle a souri quand je suis entré. « Ça fait plaisir de te voir chez toi, Mamadou », a-t-elle dit doucement. J'ai hoché la tête, la gorge serrée. J'ai marché jusqu'à la cheminée. Les photos étaient toujours là. Moi et Aminata le jour de notre mariage. Ousmane, 7 ans, tenant une cabane à oiseaux de travers qu'il avait faite dans mon atelier. Ce grand sourire édenté sur son visage. « Elle ne sortira jamais, tu sais », a dit Fatoumata dans mon dos. Le dossier de l'État était en béton. Assassinat avec préméditation et circonstances aggravantes de gains financiers. Ils ne lui accorderont jamais de libération conditionnelle. Elle va mourir en prison. J'ai touché le cadre de la photo d'Ousmane. Une vie pour une vie. Ça ressemble à un mauvais échange dans tous les cas. Je me suis retourné et me suis assis en face d'elle. La cuisine était exactement comme je l'avais laissée, sauf pour un grand rouleau de papier étalé sur la table. Des plans. Fatoumata les a regardés, puis m'a regardé. « Alors qu'est-ce que tu vas faire maintenant, Mamadou, avec tout ça, tout ça ?» J'ai répété en regardant autour de la petite pièce simple. Ce petit pavillon était ce pourquoi Céline avait tué,
ce petit bout de bois et de plâtre. J'ai regardé la photo de mon fils. La partie la plus folle, ai-je dit, ma voix rauque. La partie que je n'arrive toujours pas à sortir de ma tête, c'est qu'elle a tout fait. Les mensonges, le faux, le poison. Elle a tout fait pour ça. J'ai tapé sur la table. Ce pavillon de 3 chambres, peut-être 250 000 € dans un bon jour. J'ai regardé Fatoumata. Elle n'avait aucune idée, n'est-ce pas? Elle était mariée à l'héritier de 15 millions d'euros et elle l'a assassiné pour de la petite monnaie. Elle était ignorante, Mamadou, a dit Fatoumata. Et elle était cupide. C'est une mauvaise combinaison. Tout cet argent, ai-je dit en secouant la tête, toutes ces années qu'Aminata et moi avons travaillé, économisé, construit, investi, et la seule chose que Céline pouvait voir, c'était ce qu'elle avait sous le nez. Je suis resté silencieux longtemps. Le seul son était l'horloge au mur. La même horloge qui avait fait tic-tac pendant toute l'enfance d'Ousmane. Fatoumata a pointé les plans sur la table. « Tu as été occupé. » J'ai réfléchi, ai-je dit. J'ai réfléchi à ce qu'Aminata voulait. « Protège notre travail », elle m'a dit. Je pensais qu'elle voulait dire que je devais protéger l'argent, les immeubles, les actifs, mais j'avais tort. J'ai eu tort pendant 10 ans. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» a demandé Fatoumata. J'ai déroulé les plans. Ce n'était pas pour une maison, c'était pour un grand bâtiment bas. Il avait de larges portes, de hauts plafonds et des rangées d'établis. Elle ne parlait pas de l'argent, Fatoumata. Elle parlait du travail, la valeur du travail, la fierté qu'on en tire. J'ai regardé par la fenêtre de la cuisine, au-delà de mon petit jardin, vers le quartier où j'avais vécu toute ma vie, vers les jeunes que je voyais au coin des rues sans rien à faire, nulle part où aller, des jeunes qui ressemblaient à Ousmane autrefois. « Fatoumata » ai-je dit en me retournant vers elle. Ma voix était stable. « Maintenant, je veux que tu commences le processus. Commence à liquider les actifs non essentiels. Vends le bloc commercial de Villeurbanne et les appartements de Vaux-en-Velin. On a assez. » Fatoumata a haussé un sourcil. « Assez pourquoi, Mamadou? Tu prévois de déménager aux Bahamas ?» J'ai souri. Le premier vrai sourire sincère que j'avais ressenti depuis des mois. Ça faisait bizarre sur mon visage. « Non, je reste ici. » Il est temps d'utiliser enfin la SCI Aminata Diallo pour ce pourquoi elle était faite. J'ai tapé sur les plans. Je vais construire un centre communautaire ici même dans ce quartier. Un endroit pour ces jeunes, mais pas juste un endroit pour jouer au foot. Je vais construire un atelier de menuiserie et de mécanique dernier cri. Gratuit pour tout jeune de Lyon qui veut apprendre à construire quelque chose de ses mains au lieu de juste prendre ce qui n'est pas à lui. Fatoumata a regardé les plans, puis m'a regardé, et j'ai vu son masque professionnel fondre. J'ai vu la gamine qui courait dans ses rues avec mon fils. Elle souriait. « On va leur apprendre à lire un plan », ai-je dit, ma voix gagnant en force, un nouveau but s'installant dans mes os. Comment mesurer 2 fois et couper une? Comment respecter les outils? Comment ressentir cette fierté quand on a fait quelque chose de réel? « Comment tu vas l'appeler » a-t-elle demandé. J'ai regardé la cheminée. Mon garçon avec son sourire édenté tenant cette cabane à oiseaux de travers. « On va l'appeler l'atelier Ousmane. » J'ai regardé Fatoumata. « Aminata et moi avons passé 40 ans à construire nos actifs. Il est temps d'arrêter de construire des actifs, Fatoumata. Il est temps de commencer à construire un avenir. S'il y a une chose que j'ai apprise de ce cauchemar, c'est ceci. Ne sous-estimez jamais la personne qui est silencieuse. Le monde est plein de gens comme Céline qui mesurent votre valeur au brillant de vos chaussures ou à la voiture que vous conduisez. Ils sont bruyants, arrogants et aveugles. Mais la vraie force, la vraie richesse, se construit en silence. Elle se construit sur le caractère, la patience et la loyauté. La cupidité surjoue toujours sa main et se détruit elle-même. La vérité, elle, attend patiemment dans l'ombre, prête pour son moment d'être révélée. Merci d'avoir écouté mon histoire. Maintenant, je dois vous demander, qu'auriez-vous fait à ma place? Auriez-vous vu les signes avant-coureurs chez Céline? Avez-vous déjà été sous-estimé par quelqu'un qui ne voyait que la surface et manquait qui vous étiez vraiment? Dites-moi votre propre histoire et d'où vous regardez dans les commentaires ci-dessous. Vos histoires me donnent de la force.
S'il vous plaît, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne Homme de Parole pour que je puisse continuer à partager mon voyage avec vous.